Merci beaucoup à tous d'être présents pour cet atelier de la Handitech dans le cadre du salon Big 2021. Merci beaucoup à BPI de nous accueillir. On va pouvoir parler d'handicap et d'innovation. Et pour faire l'introduction de cet atelier, je vais passer la parole et le micro à Claire Dupré, responsable de la mission handicap de BPI. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis en charge de la mission handicap BPI France. Donc aujourd'hui, BPI France, c'est 3400 collaborateurs en CDI. Donc un grand nombre de collaborateurs potentiels pour nous à accompagner sur le sujet du handicap. Alors on travaille beaucoup avec la direction de la RSE, Philippe Quinter notamment sur cette thématique. C'est une thématique qui nous est chère à BPI France puisque l'innovation c'est vraiment au cœur de notre activité et donc c'est pour ça qu'on essaye de travailler en étroite relation avec des startups, des entreprises innovantes dans ce domaine. La mission handicap, alors on travaille sur différents aspects, notamment comme la plupart des entreprises qui ont des missions handicap, sur le recrutement, sur la sensibilisation, sur le maintien dans l'emploi. Et dans chacune de ces thématiques, il y a vraiment des champs à explorer, et des choses qui vont nous permettre d'améliorer le quotidien et le quotidien professionnel, notamment des collaborateurs. Aujourd'hui, alors on a encore beaucoup de choses à faire. Ce qu'on peut mettre en avant aujourd'hui, c'est tout simplement déjà de participer à des événements de plus en plus virtuels, ce qui permet à un grand nombre de personnes de se connecter, notamment sur la partie recrutement, des forums virtuels en lien avec nos relations écoles également. Et puis, on travaille également sur l'accessibilité numérique. On a mis en place notamment un partenariat avec la Fédération des aveugles de France pour travailler sur l'accessibilité de notre site client. Et c'est des choses qu'on va essayer de développer également pour nos outils en interne. Voilà, on participe également en lien avec Job in Live au Handitech Trophy. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avancer et de découvrir de plus en plus d'acteurs qui vont nous aider à œuvrer dans la mission que l'on s'est fixée. Donc voilà, donc très simplement, je suis très heureuse de participer aujourd'hui et de découvrir, d'échanger et de partager par la suite des contacts avec les personnes qui vont nous proposer leur projet aujourd'hui. Donc merci à tous. Alors, sur le déroulé de la rencontre, je vais vous parler en un peu moins de 6 minutes du Bureau inclusif, qui est un service qui est proposé par la Handitech pour valoriser ses adhérents. Et ensuite, je donnerai la parole pendant 10 minutes à une start-up adhérente, une deuxième et puis une troisième. Et vous pourrez leur poser vos questions. Donc, le Bureau inclusif, c'est un service qu'on met en place à destination des entreprises pour faire venir dans leurs locaux des startups qui vont parler d'innovation et qui vont parler d'inclusion. Le guide directeur, c'est de se dire que quand on parle d'innovation et de handicap, on arrive en apportant des solutions, on arrive en apportant des étincelles dans les yeux parce que les salariés vont se rendre compte de tout ce qu'il est possible de faire. Donc on va d'une certaine façon dédramatiser le handicap, on va donner envie d'en parler et on va présenter en même temps aux salariés des solutions qui existent et qui peuvent être utilisées. Donc sur le principe, on organise un événement pour une entreprise, pour ses salariés, et au sein de l'entreprise, on va faire venir des startups qui vont tenir des stands, qui vont pouvoir présenter des solutions qui sont en lien avec le travail. Les salariés vont pouvoir visiter les stands, se rendre compte du travail et de l'innovation qui est derrière chaque projet, et mieux connaître aussi le handicap en entreprise et tout ce qui existe pour faciliter l'intégration des travailleurs en situation de handicap. Donc c'est ludique, en même temps on est sensibilisé au handicap et en même temps les salariés peuvent découvrir ce qui se fait à l'heure actuelle en termes d'innovation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour vous présenter ce bureau inclusif, on s'est dit que la meilleure des solutions, c'était de faire venir ici des startups qui vont vous présenter des solutions qui peuvent être déployées dans les entreprises. Et vous allez voir, elles sont à différents stades de développement. Elles n'ont pas du tout les mêmes parcours, ce qui est aussi intéressant pour vous de voir comment se passe un processus d'innovation. Donc elles vont avoir la parole. N'hésitez pas à leur poser les questions. Et puis même pour BPI, qui sait après, peut-être que ça vous donnera envie de monter un bureau inclusif et d'équiper vos salariés. Parce que ce qui arrive aussi fréquemment quand on fait des événements comme ça, c'est que des salariés qui sont porteurs d'un handicap et qui ne le disent pas forcément, peuvent oser plus facilement
parler en disant bah oui, moi effectivement, les troubles de la vision ou les troubles de l'audition, c'est quelque chose qui me concerne. Donc je propose à la première start-up de venir, c'est LexiLife, c'est Julien. Donc j'ai bien compris que Julien parlait beaucoup, donc n'hésitez pas à l'interrompre si c'est trop long, ou je m'en chargerai pour les autres, comme ça. Alors, merci pour cette transition, effectivement. Effectivement, il vaut mieux me louer la parole que me la donner, parce que je suis passionné par ce que je fais, donc effectivement, je suis bavard. Pour vous donner de manière un peu synthétique LexiLife et son aventure, LexiLife est aujourd'hui une entreprise qui accompagne les personnes souffrant de dyslexie à reprendre goût à la lecture. Alors, nous sommes une start-up, mais à une échelle industrielle, puisque existant depuis 2018, notre produit a connu plusieurs phases de développement, une V1 qu'on a améliorée avec les utilisateurs, une V2 qui est commercialisée depuis le CES de Las Vegas il y a 2 ans, et, petit scoop aujourd'hui, une V3 qui sera présentée au CES de Las Vegas au mois de juin, sur lequel nous candidatons aux Innovations Awards. Nous serons présents à l'Unveiled du 19 octobre à Paris, donc brûlez tous les cierges que vous pouvez pour nous, on en a besoin, parce qu'on espère vraiment, grâce à cette nouvelle innovation, porter les choses. Pourquoi ? Parce que notre envie chez LexiLife, c'est de visualiser l'inclusion dans un premier temps par le savoir. Et cette inclusion par le savoir, ça passe par le fait qu'un enfant ne puisse pas décrocher scolairement à cause de quelque chose qu'il n'a pas décidé, qui est à savoir une particularité physique qu'est la dyslexie. Alors, déjà, je vous le disais, on a 3 valeurs fondamentales chez LexiLife. Accompagner, donc on accompagne ces enfants, mais qui un jour grandiront et on en parlera plus tard. Mais c'est aussi accompagner dans un élan social et solidaire. Nous avons pris la décision de faire la production de notre lampe, aujourd'hui, qui est notre première innovation en France, dans une entreprise adaptée à Saint-Malo, qui emploie 98% de personnes en situation de handicap. Donc autant vous dire que dans la chaîne de valeur humaine, on essaye d'être cohérent du début jusqu'à la fin. Une fois qu'on a accompagné ces gens et ces enfants, potentiellement, on souhaite partager. On partage avec les enfants, mais on partage aussi avec les familles. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes parent, moi c'est mon cas, quand vous diagnostiquez la dyslexie ou un trouble 10 ou quelque chose chez votre enfant, c'est un peu comme un processus de deuil. Il y a d'abord le déni, le refus, la colère, l'acceptation. J'ai moi-même quelques troubles dans la vie, je suis au potentiel, papa de 2 petites filles au potentiel, je suis dyslexique, je suis dysorthographique, et je vous cache 2-3 handicaps invisibles que vous voyez pas. Donc autant vous dire que je connais en fait ce que nos utilisateurs en fait vivent en termes de détresse. Donc on les accompagne et on partage avec eux. On partage avec eux des bonnes pratiques, on partage avec eux des tips, on partage avec eux des bonnes méthodes pour faire en sorte de les rassurer, que l'avenir de leur enfant reste quelque chose de positif. Et enfin, notre objectif ultime, c'est de révéler les talents. Vous n'imaginez pas, sans le savoir, le nombre de talents qui ont inventé le monde dans lequel nous vivons, qui souffraient de troubles 10. La première personne civile qui a été dans l'espace, il n'y a pas très longtemps, c'est Richard Branson. Richard Branson, il a un TDAH, il est dyslexique. Elon Musk a avoué au mois d'avril dernier qu'il était autiste Asperger. Agatha Christie était dyslexique. Jean Dujardin est dyspraxique. Stéphane Plaza est dyspraxique. Jennifer Aniston est dyslexique. J'en passe et des meilleurs. Donc autant vous dire que finalement, derrière ce qu'on appelle des handicaps, et donc là on le voit par la science sur les slides, mais j'ai plus envie moi de vous parler avec mon cœur et de ce que nous on vit avec LexiLife que de mettre ce qu'il y a derrière la science. Mais il faut que je vous explique quand même quelque chose. On ne s'est pas levé un matin en disant on va créer une lampe qui va permettre aux personnes dyslexiques de lire. En fait, des chercheurs et la science a permis de comprendre que la grande majorité des personnes dyslexiques avaient une particularité physique au niveau des yeux, au niveau des taches de Maxwell, et qu'en fait, ils avaient une surefficience visuelle. Là où les personnes non dyslexiques ont un œil dominant, un œil dominé, les personnes dyslexiques ont cette particularité d'avoir 2 yeux dominants. Moi qui ne suis pas scientifique, je vais le dire avec mes mots, vous allez comprendre très simplement. L'information, au lieu d'arriver ici avec un coup un œil dominant, puis l'œil dominé, ça arrive à la même vitesse par les 2 yeux. Et modalité, ça fait un télescopage dans le cerveau, le décodage est compliqué, et c'est ce qui crée des complications dans le décodage de la lecture et le décryptage. Dieu merci, les personnes dyslexiques ont 1 million d'autres fois de qualité. Je vais vous donner un chiffre qui va vous faire halluciner. Une personne dyslexique, dans son cerveau, l'information, elle va 2000 fois plus vite qu'une personne non dyslexique. Alors, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais je pense que c'est un peu comme dans tout dans la vie, et c'est ce qu'on a voulu schématiser ici pour vous donner un peu de science.
L'effet le plus connu, c'est donc cet effet miroir, en fait, de confondre le B et le D, le P et le Q, des choses comme ça. Moi, j'ai une petite fille qui a 7 ans, qui est en CP, qui vient de passer en CM1. Elle est au potentiel, comme je vous l'ai dit, donc il n'y a pas de problématique scolaire. Par contre, quand je vois l'apprentissage de la lecture, même moi, je m'arrache les cheveux, et pourtant, je sais ce qu'elle vit. Mais c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, les parents qui vivent ça, voilà ce que leurs enfants voient. Alors, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais on a pris le parti, venez visiter notre site, mais un enfant dyslexique ou un adulte dyslexique, voilà ce que lui voit quand il lit. Des zones qui parfois sont floues, d'autres qui sont pleines, un halo autour du texte. Ça paraît invraisemblable, mais la dyslexie, c'est ça. Et je vais essayer d'aller de conclure, parce qu'il y a d'autres effets, il y a notamment les mots des enfants. Les adultes savent nous déclarer ça. Et donc là, vous le voyez, là, on a des témoignages d'adultes qui nous disent « ça a révolutionné ma vie ». On a Marie-Hélène qui est dentiste et qui nous dit « moi j'ai pleuré la première fois parce que pour la première fois j'arrivais à lire ». Mais on a des mots d'enfants qui sont tout aussi touchants. Une petite fille qui nous disait « les lettres, grâce à la lampe, elles arrêtent de bouger comme des statues quand je lis. Elles se figent. Elles arrêtent de danser. Elles sont plus noires. Elles sont plus grosses ». Donc en fait, ce sont des choses très pragmatiques. Malheureusement, on ne sait pas régler la dyslexie à 100%. C'est un spectre, pas une maladie. Donc on ne peut pas la soigner. Un dyslexique restera dyslexique. Et il aura toujours besoin de l'accompagnement d'un orthophoniste qui est parfaitement complémentaire. On parle juste ici d'une béquille qui va aider des enfants à ne pas décrocher scolairement et à pouvoir réaliser leurs rêves. Alors en 2-2, oui, je vais tenter. En fait, c'est une lumière qui est pulsée et modulée, c'est-à-dire qu'en fait, on va éviter de rentrer dans la science, mais donc on utilise des LED de très très haute technologie, c'est-à-dire que ce n'est pas les LED qu'on fait venir chez le premier importateur qu'on a trouvé sur le marché. Il n'y a que 2 fabricants au monde capables de produire les LED de qualité suffisante pour produire cette lampe. Et en fait, on va varier sur l'intensité de la lumière et sur la modulation de fréquence, donc là qui est liée aux algorithmes que nous avons développés. Je ne vais bien évidemment pas vous dévoiler tous nos secrets de fabrication, mais globalement, c'est un peu, pour schématiser très vite, comme le principe des jumelles. C'est-à-dire qu'en fait, chacun a son réglage qui lui est propre. Chaque enfant, chaque adulte dyslexique a son propre réglage, et c'est pour ça que nous accompagnons, et que ce n'est pas juste une solution on-off de dire « je suis dyslexique, j'achète la lampe, hop, ça va marcher ». Non, non, il y a un call à faire avec mes équipes qui sont à votre disposition pour trouver ce bon réglage et ensuite pouvoir reprendre le goût à la lecture et pas décrocher scolairement et réaliser ses rêves. Merci, en plus c'est une magnifique conclusion. Donc on a beaucoup parlé des enfants, mais on est d'accord pour dire, et vous l'avez compris, la dyslexie, on en parle pour les enfants, mais les adultes, ça existe aussi. Et il y en a beaucoup qui vont dire bah, j'ai fait avec, donc en entreprise, parfois j'essaye de le cacher. D'où l'importance de dire non, mais vous pouvez le dire pour être équipé et travailler de manière beaucoup plus confortable. Donc on en reparlera aussi tout à l'heure, mais c'est les enfants et bien sûr les adultes. Merci Julien d'avoir tenu les temps. Je passe la parole à l'équipe de Vocaléo. Alors, je vais me déplacer comme ça, ce sera sûrement plus confortable pour vous deux. Donc, je suis ravie de vous présenter Marion et Marion, qui vont vous parler de Vocaléo et qui en plus sont les tout récents adhérents à la Handitech. Donc on était ravis de vous accueillir et puis vous voyez, on a bien fait les choses. Il y a le café, il y a le public pour vous féliciter. Donc merci beaucoup de nous rejoindre. Vous allez beaucoup nous apporter. Puis je vous laisse expliquer un petit peu ce que vous faites et je n'hésiterai pas à vous poser des questions. Et puis même dans le public, n'hésitez pas non plus si vous avez des questions à leur poser. Je ne sais pas qui veut le micro pour commencer. Merci beaucoup. Alors, Vocaléo, c'est une application mobile à destination des personnes déficientes visuelles. Et en fait, elle leur permet de faire parler leurs objets. Donc en fait, grâce à l'application, ils vont pouvoir associer un mémo vocal à une petite balise, comme vous pouvez voir ici, qui vont coller sur leurs objets. Donc ensuite, quand ils seront chez eux, ils auront juste à approcher le téléphone de la balise et le mémo vocal va se déclencher. Donc ça va leur permettre surtout d'être autonomes chez eux. Typiquement, pour vous donner des exemples, ça peut être sur une boîte de médicaments. Donc ils pourront connaître la prescription, le médicament, le bon dosage. Et nos clients les utilisent aussi sur les modes d'emploi d'électroménager. Avoir un mémo vocal qui va dire la molette de droite du four, c'est chaleur tournante, grille haut, grille bas, etc. Et il l'utilise aussi également beaucoup sur tout ce qui est alimentation.
On a parlé des particuliers. En entreprise, vous avez des contacts avec les entreprises, des entreprises qui l'utilisent déjà? Alors oui, c'est vrai que nous, notre objectif, c'est aussi de toucher les entreprises, justement pour qu'elles intègrent la solution Vocaleo à leurs produits ou à leurs services, pour qu'elles aient une offre qui soit bien plus accessible qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on est en contact notamment avec une maison qui fait des spiritueux. Et sur la bouteille, il y aura une balise Vocaleo qui contiendra des informations du type le nom, l'histoire peut-être du domaine, le directeur de la société par exemple, et les conseils de dégustation. Donc ici, nous, on veut offrir un service qui soit pour les personnes déficientes visuelles, mais aussi pour les voyants. On aimerait vraiment offrir une expérience finalement aux clients de la société. Donc là, on est donc en contact avec ce genre d'entreprise. Et aussi, là, il y a déjà une entreprise qui a acheté nos balises pour les coller en fait sur le pot des arbres. Et là, l'idée, c'est que sur l'arbre, il y ait toute l'histoire de l'arbre, comment on l'arrose, comment on le soigne, où est-ce qu'il a été récupéré, ce genre de choses. Oui, ce qui peut avoir un côté aussi beaucoup plus sympathique, suivant la voix qu'on va utiliser. Éventuellement, on peut mettre de la musique aussi, je suppose, si c'est un mémo. Enfin. Oui. Et on voit bien aussi, pareil, en entreprise, sur l'utilisation, soit en industrie, l'utilisation de certaines machines ou l'utilisation de l'appareil à café dans les zones qu'on pourra partager tous ensemble. Au niveau des retours utilisateurs, pour l'instant, ça donne quoi? Que ce soit au niveau des utilisateurs, des personnes elles-mêmes ou justement des entreprises? Alors, je vais parler des utilisateurs. Pour l'instant, on a de très très bons retours. Donc, l'application est sortie en janvier 2021, donc on est quand même assez récent. Mais nos utilisateurs actuels, ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est qu'on peut tout faire à partir de son téléphone portable. Aujourd'hui, il existe énormément de solutions pour les personnes déficientes visuelles, mais la problématique, c'est que chaque solution répond à un besoin. Et nous, notre objectif à travers Vocaleo, c'était de trouver une solution qui réponde à un spectre de besoins beaucoup plus large finalement que les solutions actuelles. Et il y a aussi un avantage que nous, on n'avait pas pensé de premier abord, c'est que Vocaleo, c'est dans le téléphone portable. Donc, il n'y a pas d'outil qu'on sort de sa poche qui est pas habituel. Voilà, donc c'est vraiment, en termes d'inclusion, on englobe tout, je dirais. Oui, pour compléter sur nos clients, il y a vraiment aussi l'autonomie. On a vu grâce à des retours de certains clients, par exemple, il y en a une majorité qui vont beaucoup consommer de plats surgelés parce que c'est facile à cuisiner. Et typiquement, ils nous disaient qu'avant d'utiliser Vocaleo, ils découvraient ce qu'ils mangeaient au moment de le manger. Donc c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc ça permet aussi qu'ils puissent vivre tout simplement de manière normale comme tout le monde et que le handicap ne soit pas une contrainte à ce niveau-là où on ne peut même plus savoir ce qu'on va manger en avance. Pure curiosité pratique, l'étiquette, elle passe justement au congélateur? Et éventuellement, alors je ne sais pas, hein, mais le lavage ou des choses comme ça résiste? Tout à fait. En fait, on a plusieurs sortes d'étiquettes. On a les standards, donc là, il y en a une dizaine. Donc voilà, elles sont faites vraiment pour l'intérieur. Et il y a l'autre que j'ai réussi à perdre, que je l'ai récupérée après, que je vous ai montré tout à l'heure, où là, elle est plus épaisse, plus solide. Parfait, merci. Et elle passe effectivement au congélateur, elle peut même résister aux intempéries, elle passe à la machine à laver. Et là, on est en train de tester un prototype pour pouvoir les mettre sur les vêtements. Donc là, ça sera sous forme de bouton qui sera à coudre. Et en fait, c'est suite à nos clients d'ailleurs qu'on a... Au début, on avait uniquement les standards. Suite aux demandes de nos clients, on en a fait des pour tout ce qui est frigo, congélateur. Et là, toujours suite à leurs demandes, on va bientôt sortir des puces également pour les vêtements. Merci. Donc ça tombe bien parce que j'allais vous demander quelles étaient les évolutions à venir. Je suppose que c'est ce que tu viens de présenter, c'est ça? Du coup, exactement, ça fait partie des évolutions à venir et on souhaiterait également prochainement traduire l'application dans d'autres langues. On a déjà des clients en Belgique, en Suisse, notamment aussi dans les dom-tom. Donc voilà, on aimerait bien à l'avenir également être disponible dans d'autres langues. Bon, merci, un grand merci à vous deux d'être venus et de nous avoir présenté Vocaleo. Et puis on va faire un bout de chemin ensemble, donc ça va être sympathique.
Et puis, c'est maintenant le tour de Wise de nous rejoindre. Alors, Maxime, je te demande 2 petites secondes. Et voilà. Donc, je vous présente Maxime et Sarah qui est restée un peu à l'arrière, mais qui surveille quand même tout ce qui est dit pour vérifier que ça correspond bien à la réalité. Donc, ravi de te voir en vrai parce que ça fait 1 an qu'on est en webinaire ou au téléphone. Donc, vraiment, ça change tout. Et puis, je te laisse présenter votre solution. Bien sûr. Merci beaucoup. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Alors, donc, je suis avec justement Sarah ici présente, cofondateur de Wise, qui est une entreprise qui développe une paire de lunettes pour les personnes qui sont totalement paralysées, qui ne peuvent plus du tout communiquer. Il y a énormément de pathologies, de maladies qui amènent à cet état. Il y a aussi des accidents de la vie. Il y a une personne qui est assez connue qui s'appelle Stephen Hawking, qui avait la maladie de Charcot. C'est une de ces maladies qui amène à cet état où l'esprit est totalement fonctionnel et dans un corps qui ne répond plus. Alors c'est pour des raisons... je pourrais rentrer dans les détails médicaux, mais il y a un neurone en particulier qui s'appelle le motoneurone qui envoie l'information du mouvement du cerveau aux muscles, et ce motoneurone-là est détruit, et ce qui fait que les muscles ne répondent plus. Ces personnes-là sont du coup enfermées dans leur propre corps, et donc elles n'ont plus véritablement de moyens de communication, où il y a des moyens de communication très archaïques qui sont développés. C'est souvent, on va regarder de droite à gauche pour dire oui, de haut en bas pour dire non, mais ça s'arrête là. Toutes les conversations qu'on peut avoir d'ordinaire, on ne peut plus les avoir à ce moment-là. Et donc après, c'était une expérience aussi personnelle. Ma grand-mère avait une maladie comme celle-ci, donc j'ai pu voir aussi l'évolution de la communication qui s'amenuise au fur et à mesure du temps. Et ça nous a amené à développer, lorsqu'on était en école d'ingénieur, à utiliser finalement les yeux pour redonner la communication. Pourquoi les yeux ? Parce que les muscles autour des yeux, généralement, continuent, eux, de fonctionner. C'est une particularité de ces pathologies-là. C'est que souvent, elles sont reliées au nerf optique, et donc elles ne passent pas par le motoneurone, et ce qui fait que les yeux et les muscles autour fonctionnent généralement. Et Sarah s'était dit, mais en fait, si jamais les muscles peuvent bouger, alors auquel cas, on peut peut-être les utiliser pour en faire une commande. C'est ce qu'on a commencé à faire. Il y a beaucoup de vent. C'est ce qu'on a commencé à faire. Et donc, on a développé cette paire de lunettes-là qui a des petits capteurs. Donc ça, c'est un prototype. C'est pas le dernier prototype, mais c'est un des prototypes précédents, sur lesquels il y a des petits capteurs qui vont être capables de détecter tous les mouvements volontaires des yeux. Alors, volontaire, ça veut dire qu'on est capable de les différencier des battements de cils naturels. Ça a été un long travail algorithmique. Heureusement, avec nous, désormais, il y a un autre cofondateur qui s'appelle Pierre et qui est excellent sur ces questions-là. Et donc, on a réussi à développer un algorithme qui permet de traiter la différence entre les signaux qui sont volontaires et ceux qui sont involontaires. Et ça a permis à nos lunettes d'être totalement universelles, c'est-à-dire qu'elles vont s'adapter aux facultés motrices de chaque patient. Et ça, on l'a validé cet été. On a fait un tour de France des patients, on l'a appelé comme ça, un Wise Tour, où on a fait essayer nos lunettes. On l'a présenté à 150 personnes, on l'a fait essayer une 50aine de patients atteints par différentes pathologies. Et on a eu la joie de voir que ça fonctionnait avec tout le monde, même avec des personnes qui avaient des mobilités vraiment très, très, très restreintes au niveau d'une pupille. Et on arrivait à les faire, par exemple, déclencher une alarme pour la nuit ou à leur faire sélectionner quelque chose sur un écran. Et donc, in fine, leur permettre de retrouver une communication, même si elle est très, très, très basique. Au début, parfois, on a besoin de dire des choses qui sont très, très simples, en fait. Ça peut être le fait qu'on ait mal, le fait qu'on ait besoin de quelque chose, souvent des choses urgentes. Et donc, il faut avoir un moyen de communication qui soit assez facile. Les personnes qui mettaient le plus de temps à s'habituer au fonctionnement et vraiment à pouvoir l'utiliser parfaitement mettaient 10 minutes. Donc il y a une prise en main qui est très très rapide. Et au-delà de ça, on a fait en sorte de développer une technologie qui utilise des composants qui soient assez bon marché, de manière à pouvoir proposer un dispositif qui est accessible, notamment en termes de prix également. Là où les moyens de communication alternatifs augmentés, quand c'est assez complet, c'est autour de 15 000 €. Et là, notre but, il ne s'est pas encore vendu, mais quand ça sera commercialisé, notre but, c'est de le vendre autour de 1 000 €, de manière à ce que ça soit un peu plus accessible. Au-delà de ça, et je vais parler de la Handitech parce qu'on commence à avoir une histoire en commun depuis quelques années maintenant, depuis 2018 où j'avais fait les Handitech Trophy. On avait été lauréat étudiant à l'époque. Et depuis, il y a un peu de chemin qui a parcouru, mais ça nous a beaucoup aidé sur un point et que je voulais souligner ici.
c'est l'idée de voir plus large l'impact de notre solution. Parce que nous, quand on l'a développé, on s'est dit, on va prendre les lunettes, on va les mettre sur les personnes et ça leur permettra de dire si jamais ils ont une gêne, une douleur, si jamais ils ont soif, si jamais ils ont faim, les besoins finalement très primaires, de communication très primaire. Puis après, ça a un peu développé en se disant, non, il faut qu'on ait une sorte de clavier également qui leur permette de taper ce qu'ils veulent et de pouvoir communiquer assez facilement. Mais en fait, lorsqu'on nous a proposé la première fois, je me souviens de participer au bureau inclusif. Donc c'est finalement cet événement qui va dans les entreprises pour présenter des solutions pour favoriser le retour à l'emploi des personnes en situation de handicap. Je n'avais pas percuté au début. Je me suis dit, mais pourquoi on irait dans une entreprise ? C'est pas notre cible, c'est pas ce pourquoi on fait le projet. Et en fait, j'ai compris, grâce à la Handitech, que notre invention elle pouvait aller plus loin que juste redonner la communication. Elle pouvait aussi permettre à des personnes de retrouver, par exemple, un emploi. Parce qu'effectivement, si on sait utiliser les lunettes et qu'elles fonctionnent d'ailleurs avec tous les ordinateurs, tous les portables, toutes les tablettes qui existent, elles sont aussi universelles sur leur interopérabilité, eh bien, on peut permettre à une personne de savoir écrire des mails, d'utiliser des logiciels, etc. Et donc de pouvoir télétravailler, finalement. Donc de pouvoir retrouver une place dans la société, parce que ça passe souvent aussi par le travail. C'est un lieu de lien social que perdent les gens, parce que fatalement ils perdent leur travail et ils sont avec leur famille ou avec les aidants, à l'hôpital ou chez eux, ça dépend. Mais en tout cas, ils n'ont plus ce lien social-là plus large que l'on peut avoir d'ordinaire au quotidien. Et c'est vraiment quelque chose, la Handitech, ça nous a vraiment permis de voir plus large et surtout de rencontrer d'autres projets au fur et à mesure des années, de rencontrer d'autres projets avec lesquels on peut observer des synergies, ce qui permet de proposer aux personnes en situation de handicap des choses beaucoup plus complètes, qui leur permettent de retrouver une vie des plus normales et de permettre une inclusion totale. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup apporté. Et je remercierai jamais assez la Handitech pour ça, parce que c'est vraiment en plus le premier concours auquel on est participé. On était encore un tout petit projet étudiant et ça nous a mis tout de suite le pied à l'étrier par rapport à notre innovation, et ça nous a aussi beaucoup conforté à l'idée d'aller co-concevoir notre solution avec toutes les personnes qui sont directement concernées par celle-ci. C'est-à-dire que dès le début, on a eu cette idée cette volonté qui a été largement soutenue, notamment par des personnes qui nous accompagnaient à la Handitech, d'aller voir les patients, de tout de suite tester les itérations avec eux, de leur faire critiquer la solution. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à avoir une solution qui réponde parfaitement aux besoins. Et je crois que c'est le cas de la plupart des solutions qui sont présentées ici. Je sais qu'il y a Ability qui est là et qui fait notamment quelque chose de merveilleux sur un sujet assez connexe au nôtre. Et il y a plein d'autres projets comme cela dans la Handitech, et je suis très heureux de voir qu'il y a une émergence de nouveaux projets sur le domaine. Et c'est de bon augure, je pense, pour la suite pour le futur de notre société. Merci Maxime. En plus, tu as fait le lien parfait. C'était pas une erreur. Maxime est là. On parlait du bureau inclusif, mais il vous a très bien expliqué pourquoi on parle de cette solution alors qu'on est dans le monde de l'entreprise. J'ai une question pour ceux qui sont passés sur scène comme ça. Je la pose maintenant et vous allez avoir le temps d'y répondre parce que c'était pas prévu. Comme on est au sein de Big, comme il y a BPI qui est à l'écoute, comme il y a beaucoup de structures, potentiellement des financeurs qui sont à l'écoute, j'aimerais bien avoir vos retours sur est-ce que c'est facile de trouver des financements quand on est en train de travailler sur un secteur qui est parfois une niche, sur des choses très spécialisées, et quand en plus on est en train de travailler sur le handicap, est-ce que le message il passe facilement de dire si on aide une petite partie de la population, si on aide des utilisateurs extrêmes, c'est l'ensemble de la population au final qu'on va aider? Est-ce que vous avez besoin d'argent aussi? Et après, vous pourrez aussi revenir pour prendre la parole pour LexiLife et pour Vocaleo. Mais là, ça tombe sur toi. Hein. Non, mais si jamais vous voulez répondre avant moi, vous me le dites. Mais après, oui, on a toujours besoin d'argent. Je pense qu'on est tous d'accord. Et on n'en a jamais assez. Je pense que sur ça aussi, on est d'accord. Tout le monde, même la Handitech, tout le monde. Sans doute la BPI aussi, je ne sais pas. Gros moyen quand même par rapport à nous. Alors oui, on a cette difficulté à trouver des financements pour plusieurs raisons. C'est que, alors de moins en moins, il y a quand même, je trouve, beaucoup plus d'intérêt par rapport aux projets qui sont dans le domaine du handicap et de l'inclusion. Ça se voit, ça se sent. On est beaucoup plus mis en lumière. On a des propositions, des opportunités qui sont vraiment de plus en plus nombreuses. Maintenant, par rapport au financement, c'est vrai qu'il y a encore... Ça dépend des étapes, évidemment,
Mais il y a entre deux étapes majeures où on est en manque de financement, c'est-à-dire qu'on est trop gros pour prétendre à des petits financements, mais on est trop petit pour prétendre à des financements qui vraiment nous aideraient. Et souvent, on est dans cette phase où on se dit, bon, bah, peut-être qu'on va devoir aller vers la levée de fonds. Parce que par exemple, nous, on a une grosse R&D et on n'est pas capable de s'autofinancer de manière organique parce qu'on ne peut pas encore vendre la solution. Donc on pourrait effectivement passer par des services d'accompagnement et autres, mais on préfère se concentrer sur la R&D en elle-même parce que le temps qu'on passerait sur ça et l'argent que ça nous ferait gagner, je pense que sur le long terme, on serait perdant. Donc on préfère se concentrer sur ça. Et effectivement, on manque de financement à cet endroit-là. Donc on se tourne potentiellement vers la levée de fonds quand on rencontre des investisseurs. Je pense qu'on était plusieurs à rencontrer des investisseurs de ce type-là, mais les investisseurs classiques, je dirais, tout de suite, c'est le marché, c'est combien ? Il y a combien de personnes ? Quand on leur dit un nombre, et c'est même triste de donner un nombre sur des gens, sur des vies, mais ils nous demandent un marché avec un nombre, on leur donne un nombre, non c'est trop petit, ça ne marchera jamais, ça ne sera pas pérenne, laissez tomber. Combien de fois Sarah nous a dit de laisser tomber, c'est peut-être possible aussi pour d'autres startups ici, ou trouver des pivots. Dès le concours Lépine qu'on avait fait en 2018, il y avait des personnes qui venaient nous voir et qui nous disaient mais en fait, plutôt que de faire pour les personnes en situation de handicap, avec les yeux, faire des commandes, bah, y a les pilotes de l'armée de l'air qui seraient très contents de tirer des missiles avec les yeux, aller plutôt vers ça, il y a plus d'argent. Ce n'était pas le but du projet, ça ne l'est toujours pas. Mais parfois, on se dit aussi peut-être qu'on va devoir prévoir des pivots pour pouvoir financer notre recherche et développement ensuite dans le domaine du handicap. Il y a ça à penser. Mais fort heureusement, il y a de plus en plus de fonds d'investissement et d'investisseurs qui ont moins les crocs, très honnêtement, qui nous disent sur 7 ans, un retour investissement sur 7 ans, sur 10 ans, ça ne me dérange pas. Je veux juste que la sève du projet soit préservée. Ils sont beaucoup plus à l'écoute de la mission de la start-up. Et je pense que c'est de mieux en mieux. Et on est aussi peut-être une génération de projets dans le domaine du handicap qui est un peu fer de lance de cet engouement-là. Je pense que c'est notre rôle aussi. Et au fur et à mesure des années, je pense que ça sera beaucoup plus évident pour les investisseurs de réfléchir comme ça. Merci Maxime. Et je crois qu'il y avait Julien de LexiLife qui... Tu n'avais pas levé la main tout à l'heure pour dire si... Bon, ça peut être maintenant. Et sinon, sur l'expérience ou Vocaleo, comme vous voulez. Ouais, je t'en prie, alors viens. Je comptais en parler plus tard, mais c'est pas grave. Nous, on n'est pas dans la même étape. C'est-à-dire que nous, la levée de fonds, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Les questions du marché, effectivement, elles surprennent. On a de la chance et on n'a pas de la chance chez LexiLife. 10% de la population mondiale est dyslexique, selon l'OMS. Pour les parents qui sont dans la pièce, ça veut dire que dans les classes de vos enfants, il y a entre 2 et 3 gamins qui sont dyslexiques. La neurodiversité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est jusqu'à 18-20% de la population mondiale. Donc moi, je n'ai pas de problème quand je parle de mon marché. Et en plus, et tant mieux, et en plus, quand on parle par exemple de la dyslexie, et qu'on la cible sur le fait de dire l'accompagnement scolaire d'un enfant, etc., on prend une cible de 8 ans, puisqu'on laisse passer le CP, jusqu'au bac, allez, 18 ans. Ça veut dire que je renouvelle 10% de mon cheptel tous les ans. Donc autant vous dire que je suis ultra bankable par rapport aux investisseurs. Sauf que les investisseurs vous parlent, et là on revient sur les trucs, de modèle économique. On y travaille. Aujourd'hui, on est sur du hardware. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui parle au monde de l'éducatif. Alors encore une fois, je ne vais pas vous révéler tout ce que je vais révéler à Las Vegas, mais on a une volonté, nous, et c'est ça que les investisseurs parfois ont du mal à comprendre, c'est que si c'est pour faire de l'innovation, de l'inclusion, mais pour mon franc-parler habituel, ne me jouera pas de tour, je l'espère. Les bobos parisiens qui ont les moyens de s'acheter une lampe, mais on laisse de côté les autres parce que c'est trop cher, parce que c'est fabriqué en France, parce que c'est fabriqué dans une entreprise adaptée et que pour avoir des matériaux de qualité, etc. Globalement, ça s'adresse à des gens comme moi qui ont la chance de pouvoir le faire. Mais la maman solo, je vais être très grosse cote, qui élève son gamin toute seule dans une cité, son gosse il est dyslexique, bah tant pis pour elle. Ben en fait, malheureusement, oui, il y a des investisseurs qui réagissent encore comme ça, en disant on veut un produit avec de la marge, avec du haut de gamme, etc. Donc nous, chez LexiLife, on est un peu le cul entre les deux.
parce qu'on est en train de porter une levée de fonds. En tout cas, c'est mon travail. Et si j'arrive pas à la porter, je pense que je viendrai postuler chez toi. On ambitionne de lever 15 millions d'euros parce qu'on est sur un marché mondial, parce qu'on a des innovations technologiques très fortes sur la lampe, sur ses évolutions, mais également sur d'autres usages et également sur d'autres sujets que la dyslexie pure. Et les marchés sont absolument colossaux. Voilà. Merci. Deux profils complètement différents. Est-ce que certains... Oui. Vocaléo, est-ce que vous voulez réagir ou est-ce que vous êtes simplement d'accord avec ce qui s'est dit? Est-ce que vous êtes aussi sur une levée à 15 millions? Non, pas encore. Viens parce que sinon on n'entendra rien après pour la réponse. Je disais qu'on n'était pas du tout encore dans une démarche de levée de fonds, donc qu'on n'avait pas forcément quelque chose, mais en tout cas on apprend et on sait à quoi se préparer pour la suite. D'accord, voilà, c'est l'avantage de la Handitech, comme ça il y a ceux qui essuient les plâtres et puis ceux qui passent derrière et qui peuvent en profiter. Exactement. Est-ce qu'il y a certaines personnes dans la salle qui ont des questions auxquelles les intervenants pourraient répondre? C'est bon pour vous? Donc, je vous remercie de faire passer le message à vos entreprises, à votre entourage, sur les réseaux sociaux. À la Handitech, vous avez un pool de start-up super motivés sur des thématiques complètement différentes les unes des autres. Donc, des lunettes pour militaires d'un côté, Vocaléo de l'autre. Non, mais plus sérieusement, profitez vraiment de l'innovation, faites-la connaître, parce qu'à chaque fois qu'on parle du handicap et de ses usagers extrêmes, on se rend compte qu'on va aider l'ensemble de la population, que ce soit pour travailler, pour trouver un emploi, ou simplement profiter de sa vie sociale. Donc je vais vous laisser profiter de votre vie sociale, éventuellement reprendre un café si vous voulez en bas, ou discuter. Et puis de toute façon, nous on recommence là dans un quart d'heure sur un autre sujet. Ça va être l'apport du handicap pour les managers, pour mieux accompagner la population salariée dans le cadre de cette rentrée post-Covid. Parce qu'on s'est rendu... La rentrée qui est là, ce n'est pas une rentrée comme les autres. On ne revient pas au monde d'avant et surtout, il y a beaucoup de séquelles, il y a beaucoup de risques, des risques d'apparition de maladies chroniques. Et on se rend compte qu'avec l'expérience des personnes en situation de handicap, de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, on peut mettre en place des politiques pour l'ensemble des salariés. Donc on va pouvoir se retrouver à 17h pour parler de ça avec d'autres startups. Merci à tous pour votre présence.